Margaret Lewis avait toujours cru que le silence était une forme de politesse. On n'interrompait pas, on n'écoutait pas aux portes. On attendait son tour. C'était ainsi que les femmes de sa génération survivaient au mariage, aux emplois et à la maternité. La bouilloire hurla. Elle resta figée dans le couloir d'une maison qui ne lui semblait plus être la sienne, une main plaquée contre le mur couleur crème, l'autre serrant une enveloppe Kraft si fort que ses jointures en étaient devenues blanches. Derrière la porte entrebâillée sur sa gauche, une voix qu'elle connaissait autrefois mieux que la sienne flottait à travers la fente, calme, mesurée et froide comme une pluie de janvier. La voix de Richard. Elle n'avait pas eu l'intention de s'arrêter, pas eu l'intention d'écouter. Elle était seulement venue déposer les papiers d'assurance qu'il avait réclamés 3 semaines plus tôt, ceux qu'il prétendait urgents, mais jamais assez pour venir les chercher lui-même. 32 ans de mariage, 20 ans de silence depuis, et pourtant, elle accourait quand il appelait. La bouilloire siffla de nouveau, quelque part plus loin dans la maison. Le cœur de Margaret martelait ses côtes, chaque battement comme un petit point lui rappelant qu'elle avait 67 ans, que son cardiologue l'avait mise en garde contre le stress et que ses médicaments contre l'arthrite restaient oubliés sur son propre comptoir de cuisine à 20 km de là. Mais elle ne pouvait pas bouger, parce que les mots traversant cette porte n'étaient pas destinés à ses oreilles, et pourtant ils lui appartenaient d'une manière que Richard ne comprendrait jamais. « J'ai fini de cautionner ça, Tom, » dit Richard, de son ton lisse d'homme d'affaires. Michael a eu 3 ans pour se reprendre en main. Les factures médicales ne sont plus de ma responsabilité. Le souffle de Margaret se coupa. Elle se souvint de la nuit où Michael était né, comment Richard l'avait tenu une fois, maladroitement, avant de le lui rendre comme s'il avait peur de le casser. Michael, leur plus jeune fils, celui qui cumulait 2 emplois tout en s'occupant de sa fille diabétique, celui qui l'appelait chaque dimanche, la voix fatiguée mais sans jamais se plaindre. « Coupe-lui les vivres, » poursuivit Richard. « Et je veux que tu revoies le plan de succession. Il y a des ajustements à faire, des gens qui ne servent plus l'héritage que je construis. » L'enveloppe Kraft craqua dans la main de Margaret. Elle pensa à la dernière visite de Michael, à la façon dont il avait fait semblant de ne pas remarquer qu'elle lui servait des pâtes 3 soirs de suite, parce que c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre, à la façon dont sa fille, la douce Zara, 9 ans, lui avait dessiné une image d'eux ensemble, 2 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil trop grand. « La famille, c'est compliqué, Richard, » dit l'autre voix. Tom, probablement son avocat, avec prudence. « La famille, ça coûte cher, » corrigea Richard, « et j'ai assez payé. » Les jambes de Margaret bougèrent avant que son esprit ne suive. Elle recula, puis recula encore, ses baskets usées silencieuses sur le parquet ciré que le nouvel argent de Richard avait payé. La maison sentait le cuir et l'encaustique au citron. Rien. À voir avec l'appartement exigu où elle avait élevé seule 3 enfants, où le chauffage tombait parfois en panne et où elle empilait toutes les couvertures qu'il possédait sur leur lit. Personne n'avait jamais demandé comment elle s'en sortait. Il ne remarquait que lorsque quelque chose n'allait pas. Elle atteignit la porte d'entrée. Sa main trouva la poignée. Derrière elle, la voix de Richard s'éleva. « Je serai à Boston le mois prochain. On finalisera tout à ce moment-là. » Margaret ouvrit la porte, sortit dans la lumière de l'après-midi et ne respira pas avant d'avoir atteint sa voiture. Une berline vieille de 15 ans avec une bosse sur la portière passager et un voyant moteur qu'elle ignorait depuis 6 mois. Elle s'assit au volant, l'enveloppe toujours serrée dans ses mains, et fixa le vide. Pendant 20 ans, elle s'était convaincue que le silence était une question de survie, que ne pas demander d'aide, ne pas exiger de réponse, ne pas affronter l'homme qui était parti était en quelque sorte noble, digne. Mais parfois, dans les heures calmes avant le sommeil, elle se demandait si le silence n'avait pas aussi été une forme de capitulation. Et la dignité ne payait pas les factures médicales de Zara. La dignité n'empêchait pas Michael de se noyer. Son téléphone vibra. Un texto de sa fille, Patricia. « Maman, tu peux garder les enfants vendredi. Garde d'urgence. » Margaret répondit avec des doigts tremblants. « Bien sûr, ma chérie. Toujours bien sûr. Toujours oui. Toujours présente. Même quand personne ne l'était pour elle. » Elle démarra la voiture. Le moteur toussa, hésita, puis prit.
comme son cœur, comme sa résolution. Alors qu'elle s'éloignait de la maison parfaite de Richard, avec sa pelouse parfaite et son silence parfait, Margaret Lewis prit une décision qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait nommer. Elle restait là, dans sa poitrine, inconnue et effrayante, comme la première lueur dans une cuisine avant l'aube. Petite, fragile, mais impossible à ignorer. Quelque chose devait changer. Quelqu'un devait parler. La question était de savoir si elle avait encore la force d'être ce quelqu'un, ou si le silence avait déjà réclamé une trop grande part de sa voix. Que se passe-t-il lorsque la femme qui a tout donné demande enfin quelque chose en retour? Margaret se réveilla à 5h30, comme toujours, bien qu'aucun réveil n'ait été réglé depuis des années. Son corps savait, tout simplement. Des décennies de garde d'infirmières et d'horaires de scolaire lui avaient appris quand se lever, et l'oubli n'était pas une option, même lorsqu'il n'y avait nulle part où aller d'urgent. Elle resta immobile un instant, écoutant la maison s'installer autour d'elle. Le radiateur claqua. Le chien du voisin aboya une fois puis se tut. Dehors, les lampadaires brillaient encore contre l'obscurité d'avant l'aube. Sa hanche gauche la lançait. Elle bougea prudemment, de la manière dont elle avait appris à le faire. Lentement, délibérément, comme si son corps était un objet emprunté qui risquait de se briser s'il était manipulé brusquement. L'arthrite s'insinuait depuis 3 ans maintenant, chaque hiver pire que le précédent. Son médecin lui avait prescrit des médicaments qu'elle n'avait pas les moyens de renouveler. Alors elle rationnait les pilules comme le sucre en temps de guerre, ne les prenant que lorsque la douleur rendait toute réflexion impossible. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Pas encore. Margaret se redressa, ses pieds trouvant les chaussons usés près de son lit. Le sol était froid. Tout était froid ces derniers temps. Dans la cuisine, elle remplit la bouilloire et la posa sur le feu. Pendant que l'eau chauffait, elle organisa son pilulier pour la semaine. Médicaments pour le cœur le lundi, mercredi, vendredi, compléments de calcium tous les jours. Les pilules contre l'arthrite, elle les compta 2 fois, s'assurant d'en avoir assez pour tenir jusqu'à son prochain chèque de sécurité sociale. Elle était devenue experte pour tout faire durer. La bouilloire siffla. Elle versa l'eau sur un sachet de thé qu'elle avait déjà utilisé 2 fois, regardant le liquide virer à l'ambre pâle. Ne rien gaspiller. C'était la règle. Cela avait toujours été la règle. Mais alors qu'elle était assise à la petite table de la cuisine, les mains enroulées autour de la tasse chaude, l'esprit de Margaret n'était ni sur le thé, ni sur les pilules, ni sur les routines matinales. Il était sur cette voix, la voix de Richard, froide et clinique alors qu'ils discutaient de l'effacement de leur fils de son testament. Elle avait à peine dormi. Son téléphone s'alluma avec un texto. « Michael, salut maman, je peux passer après le boulot ?» Besoin de parler. La poitrine de Margaret se serra. Elle connaissait ce ton, cette désinvolture prudente qui signifiait des ennuis dont il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Elle répondit « Bien sûr, je ferai à dîner. » Puis elle fixa son garde-manger, faisant un calcul rapide. 2 blancs de poulet au congélateur, du riz, des légumes en conserve. Elle pouvait se débrouiller. Elle se débrouillait toujours. Le soleil se leva lentement, peignant sa cuisine d'or. Margaret regarda la lumière se répandre sur le comptoir, illuminant la pile de factures médicales non ouvertes pour lesquelles elle avait l'intention d'appeler. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait besoin de son énergie pour Michael. Mais parfois, dans des moments comme celui-ci, elle se demandait ce qui se passerait si elle arrêtait tout simplement. Arrêtait d'étirer les courses, arrêtait de dire oui, arrêtait de porter le poids de tout le monde alors que ses propres genoux flanchaient. Cette pensée l'effrayait plus que la douleur. À 16h, le dîner mijotait sur la cuisinière. À 17h, elle avait enfilé son bon pull, le bleu marine avec un seul petit accroc près de l'ourlet. À 17h30, des phares balayèrent la fenêtre de son salon. Michael semblait plus maigre que le mois dernier. Il sourit quand elle ouvrit la porte, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Salut, maman. Entre, mon bébé. Tu arrives juste à temps. » Ils s'assirent à table. Elle le servit en premier, le regardant manger comme le font les mères, notant ce qu'il évitait, la lenteur avec laquelle il mâchait s'il se resservait. Il ne le fit pas. « Maman, » dit-il finalement en posant sa fourchette, « je dois te dire quelque chose. » Les mains de Margaret s'immobilisèrent sur ses genoux. « L'hôpital a appelé.
La pompe à insuline de Zara a lâché. Ah, on en a besoin d'une nouvelle, mais l'assurance ne couvre pas la totalité du coût. C'est 4 000 $ payables d'avance. 4 000 $. Le chiffre plana entre eux comme de la fumée. Je sais que tu ne peux pas aider, ajouta rapidement Michael. Je ne demande rien. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. Margaret regarda son fils, le regarda vraiment, vit le garçon qui construisait autrefois des tours de cubes élaborés dans leur minuscule salon, qui tenait sa petite sœur avec une concentration si prudente, vit l'homme qui ne s'était jamais plaint une seule fois que son père est disparu, qui avait appris la responsabilité à la dure en la regardant survivre, et elle entendit à nouveau la voix de Richard. « J'ai assez payé ». Quelque chose bougea dans la poitrine de Margaret, pas de la rage, pas encore, mais quelque chose qui s'en approchait, quelque chose qui dormait depuis 20 ans, apprenant à se taire, apprenant à se faire petit. « Michael, dit-elle doucement, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. » Il leva les yeux, confus. « C'est quand la dernière fois que ton père t'a appelé ?» Le visage de Michael changea. « Maman, quand ?» Il expira lentement. 3 ans. Peut-être 4. Margaret hocha la tête. Elle s'en doutait. Mais l'entendre confirmer lui fit l'effet de toucher un bleu qu'elle ignorait. « Pourquoi tu demandes ?»« Parce que certains silences, pensa Margaret, n'étaient pas de la politesse. Ils étaient de l'effacement. « Aucune raison, chérie, dit-elle. Mange, tu es trop maigre. » Mais plus tard, après le départ de Michael avec des promesses qu'elle savait qu'il ne pourrait pas tenir, Margaret s'assit seule dans sa cuisine sombre et prit une décision qui la terrifiait. Elle appellerait Richard. Pas pour supplier, pas pour accuser, juste pour lui rappeler que certaines dettes ne pouvaient pas être effacées. Margaret n'appela pas Richard ce soir-là, ni le lendemain matin. Au lieu de cela, elle s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de thé qu'elle oublia de boire, fixant son numéro dans son téléphone comme s'il risquait de disparaître si elle détournait le regard. Son pouce plana au-dessus de l'écran, n'appuya sur rien, se retira. Qu'est-ce qu'elle dirait, de toute façon? Les femmes de sa génération n'avaient pas été élevées pour la confrontation. Elles avaient été élevées pour endurer, pour aplanir les choses, pour protéger le confort de tout le monde, sauf le leur. Mais cette nuit-là, elle rêva de la fille de Michael, la petite Zara, 9 ans, assise dans une chambre d'hôpital avec des fils reliés à des machines qui la maintenaient en vie. Dans le rêve, Margaret essayait de l'atteindre, mais le couloir s'étirait un peu plus à chaque pas, et ses jambes bougeaient comme si elles étaient sous l'eau. Elle se réveilla à 4h17, le cœur battant la chamade, les draps trempés d'une sueur que son médecin aurait qualifiée de préoccupante. À l'aube, elle avait pris une décision différente. Si elle ne pouvait pas appeler Richard tout de suite, elle pouvait au moins comprendre ce qu'elle affrontait. Elle sortit une boîte en carton du fond de son placard, celle qu'elle avait faite il y a 20 ans, quand le divorce était devenu définitif. À l'intérieur, de vieux relevés bancaires, des lettres, des documents juridiques qu'elle avait signés sans les lire, parce que l'avocat de Richard l'avait fait se sentir stupide de poser des questions. Margaret étala tout sur son lit. Des chiffres qui n'avaient aucun sens, des comptes qu'elle n'avait jamais vus. Une vie qui avait été décidée sans son avis. Elle avait été si fatiguée à l'époque, si submergée par la maternité en solo, les gardes de nuit et la simple survie qu'elle avait signée, tout ce qu'il mettait devant elle. Reconnaissante même que l'avocat de Richard lui dise que c'était juste. Maintenant, en regardant les papiers avec des yeux plus vieux, elle voyait les choses différemment. On frappa à sa porte à 10h30. Margaret sursauta, rassemblant rapidement les documents. Par la fenêtre, elle reconnut la voiture de Patricia. Sa fille, l'infirmière urgentiste qui avait à peine le temps de respirer entre ses gardes et l'éducation de 2 adolescents seuls. « Maman ?» appela Patricia à travers la porte. « C'est moi !» Margaret ouvrit, forçant une certaine gaieté dans sa voix. « Ma chérie, je ne t'attendais pas. » Patricia avait l'air épuisée, toujours en blouse, les cheveux tirés en arrière, ce genre de fatigue qui vit dans les os plutôt que dans les muscles. « Je sais, j'avais juste besoin de te voir. » Elles s'assirent ensemble sur le canapé usé. Patricia posa sa tête sur l'épaule de Margaret, comme elle le faisait enfant, et, pendant un moment, aucune ne parla.
Michael m'a parlé de la pompe à insuline de Zara, dit finalement Patricia. Je veux aider, mais... Je sais. Mes cartes de crédit sont plafonnées. Je suis en retard sur le prêt immobilier. Et Jake a besoin d'un appareil dentaire et les dossiers d'inscription à la fac d'Emma doivent être payés et je... Sa voix se brisa. Je me noie, maman, et je ne peux même pas aider mon propre frère. Margaret enroula son bras autour de sa fille, sentant combien elle était devenue mince. Quand Patricia avait-elle commencé à sauter des repas? Quand les cernes sous ses yeux étaient-ils devenus permanents? Tu fais tout ce que tu peux, chuchota Margaret. Ce n'est pas assez. Ces 3 mots planèrent entre elles, lourds comme des pierres. Patricia se recula, essuyant ses yeux. Est-ce que papa a un jour proposé d'aider? Pour n'importe lequel d'entre nous? La question trancha net. Margaret pensa à la voix de Richard au téléphone. Des gens qui ne servent plus l'héritage que je construis. Elle pensa à Patricia faisant des doubles gardes pendant que son père conduisait une Mercedes. À Michael choisissant entre les médicaments de sa fille et son loyer. À elle-même, rationnant ses médicaments pour le cœur. Non, dit doucement Margaret. Il ne l'a pas fait. Patricia hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Je pensais parfois qu'il ne savait peut-être tout simplement pas, que si on lui disait, il... Elle s'arrêta. Mais ce n'est pas... Ça, n'est-ce pas? Non, mon bébé, ce n'est pas ça. Elles restèrent assises en silence. Dehors, des enfants jouaient, leur rire flottant à travers la fenêtre. Une vie normale, arrivant à d'autres familles. « Maman, dit Patricia avec précaution, c'est quand la dernière fois que tu as renouvelé tes ordonnances? Les mains de Margaret se crispèrent sur ses genoux. Je vais bien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Leurs yeux se croisèrent. Patricia avait les yeux de sa mère, bruns, chaleureux, mais de plus en plus doués pour percer les mensonges. Je me débrouille, dit Margaret. Ce n'est pas suffisant. La voix de Patricia se brisa. Tu nous as appris à prendre soin de tout le monde, mais qui prend soin de toi? La question toucha quelque chose de profond, quelque chose que Margaret évitait depuis 20 ans. Je n'ai pas besoin... Si, tu en as besoin. Patricia saisit les mains de sa mère. Tu mérites de l'aide, toi aussi. Tu mérites que quelqu'un se batte pour toi. Margaret regarda le visage de sa fille. Tant de force, là, héritée et gagnée de hautes luttes, mais aussi tant d'épuisement. Patricia ne pouvait pas mener cette bataille. Elle survivait à peine à la sienne. Ce qui signifiait que si quelqu'un devait se battre, cela devait être Margaret elle-même. « Je dois te dire quelque chose, » dit lentement Margaret, « à propos de ton père. » Et pour la première fois en 20 ans, Margaret commença à dire la vérité. Les mots vinrent lentement au début. Margaret raconta à Patricia l'histoire des papiers d'assurance, le fait d'être restée dans ce couloir, inaperçue, pendant que Richard discutait de l'effacement de leur fils comme s'il s'agissait d'un mauvais investissement. Elle décrivit sa voix, pas en colère, pas cruelle, juste efficace, clinique, comme si Michael était une ligne budgétaire plutôt que le bébé qui s'était autrefois endormi sur la poitrine de son père. Patricia écouta, sans l'interrompre, sa formation d'infirmière transparaissant. Elle savait quand laisser quelqu'un parler. Il a dit que Michael avait eu 3 ans pour se reprendre en main, poursuivit Margaret, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Comme si avoir 2 emplois tout en élevant seule une enfant malade n'était pas se prendre en main. Maman. Le visage de Patricia était devenu pâle. C'était quand? Mardi dernier, quand j'ai déposé ces papiers. Et tu n'as rien dit à... Personne. Margaret baissa les yeux sur ses mains, des mains de 70 ans tachées et à la peau fine, des mains qui avaient tenu des bébés, signé des papiers de divorce et compté des pilules dans le noir. Je ne savais pas quoi dire. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais peut-être mal. Compris. Peut-être que... Tu n'as pas mal compris. Patricia se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le petit salon. C'est ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. Patricia. Non. Écoute-moi. Patricia s'arrêta, se tourna. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu besoin de lunettes. Tu as fait des heures supplémentaires pendant 3 mois pour les payer. Papa a envoyé une carte d'anniversaire avec $20 dedans. $20, maman. Il gagnait déjà un salaire à 6 chiffres. Margaret s'en souvenait. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Elle se souvenait de tout. Chaque chèque de pension,
Alimentaire impayé, chaque anniversaire manqué, chaque fois qu'elle avait menti à ses enfants sur la raison pour laquelle leur père ne pouvait pas venir, pour le protéger. Même alors, Patricia se rassit, mais différemment maintenant, tendue, en colère. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. Ce n'est pas suffisant. » Les mots piquaient parce qu'ils étaient vrais. Margaret avait passé 2 décennies à dire « je ne sais pas » quand elle voulait dire « j'ai peur ». Elle avait perfectionné l'art de ne pas faire de vagues, d'accepter les miettes qui tombaient de la table des autres. Mais le visage de Zara ne cessait d'apparaître dans son esprit. 9 ans, dessinant des grands-mères et du soleil. « Ton père est en train de réécrire son testament, » dit doucement Margaret, « pour exclure des gens. C'est ce qu'il a dit à son avocat. » Patricia devint très immobile. « Des gens, c'est-à-dire nous. » « Je pense que oui. »« Et tu vas juste le laisser faire ?» La question plana entre elles comme un défi. Margaret voulait dire oui, voulait se retirer dans la sécurité du silence où elle avait vécu si longtemps. Mais quelque chose avait changé lorsqu'elle avait entendu cet appel. Téléphonique. Ou peut-être que cela avait changé il y a des années, lentement comme l'eau usant la pierre, et qu'elle venait seulement de le remarquer. « Je pense, dit Margaret avec précaution, que je dois lui parler. » « De quoi ? » ?»« De responsabilité. Des enfants qu'il a abandonnés. » Elle fit une pause. Du fait que disparaître une fois ne donne pas la permission de disparaître 2 fois. Patricia étudia le visage de sa mère, comme si elle voyait quelqu'un de nouveau. « Tu es sérieuse ?»« Je suis terrifiée, » corrigea Margaret. « Mais oui. » Sa fille tendit la main à travers l'espace qui les séparait, serrant celle de Margaret. « Qu'est-ce que je peux faire ? Continue de travailler, continue de prendre soin de tes enfants. Laisse-moi gérer ça. Maman, tu ne peux pas... Je ne demande pas la permission. » Les mots les surprirent toutes les deux. Patricia cligna des yeux. Puis, lentement, quelque chose ressemblant à de la fierté traversa son visage. « D'accord. » Elles restèrent assises ensemble, alors que la lumière de l'après-midi changeait dans la pièce. 2 femmes qui avaient appris la survie l'une de l'autre, qui avaient hérité de la force comme de la couleur des yeux, ou de la structure osseuse. Finalement, Patricia parla. « Et s'il dit non? S'il s'en fiche ?» Margaret y avait pensé à travers des nuits blanches et des matins silencieux. Alors au moins, j'aurais dit quelque chose. Au moins une fois dans ma vie, je ne serais pas restée silencieuse. Patricia serra sa main. « Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Ou plus folle. »« Parfois, » dit doucement Patricia, « c'est la même chose. » Après le départ de sa fille, Margaret s'assit seule dans le crépuscule naissant. Elle sortit son téléphone de sa poche et fixa le numéro de Richard. Son cœur martelait ses côtes, ce vieux traître, lui rappelant son âge, sa fragilité et toutes les raisons de rester tranquille. Mais alors elle pensa au visage mince de Michael, à l'épuisement de Patricia, à la pompe à insuline de Zara, et elle pensa à elle-même, 67 ans, rationnant toujours ses médicaments, se faisant toujours toute petite. Avant de pouvoir changer d'avis, Margaret appuya sur appeler. Le téléphone sonna 3 fois. La main de Margaret tremblait tellement qu'elle faillit le lâcher. 20 ans. 20 ans qu'elle n'avait pas initié le contact. Qu'elle ne lui avait rien demandé. Margaret. La voix de Richard lui parvint plate, légèrement agacée, comme si elle avait interrompu quelque chose d'important. C'est inattendu. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Margaret, je suis au milieu de quelque chose. De quoi as-tu besoin? De quoi avait-elle besoin? La question lui donna presque envie de rire. Par où commencerait-elle? J'étais chez toi la semaine dernière, dit-elle finalement, pour déposer des papiers. C'est vrai. Merci pour ça. Le silence s'étira entre eux. Margaret pouvait l'entendre taper au clavier, faire plusieurs choses à la fois, à moitié présent. De la même manière qu'il avait été présent pendant tout leur mariage, physiquement là, émotionnellement ailleurs. « Richard, je dois te parler de Michael. » Le bruit du clavier cessa. Quoi à son sujet? Sa fille a besoin d'équipement médical. 4 000 $. L'assurance ne le couvre pas. Et son ton se durcit légèrement. Margaret, je ne suis pas fait d'argent. Le mensonge était si effronté qu'il lui coupa le souffle. Elle pensa à sa maison avec ses comptoirs en marbre et à sa voiture qui coûtait plus que ce qu'elle avait gagné en 5 ans de garde d'infirmière.
Tu as dit à ton avocat de lui couper les vivres, dit-elle doucement. La qualité du silence changea, devint plus froide. Tu écoutais, pas une question, une accusation. J'étais dans ton couloir, tu étais au téléphone. Je ne voulais pas, mais tu l'as fait. Richard expira ce son particulier, d'irritation qu'elle se rappelait trop bien. Écoute, Margaret, Michael est un homme adulte, il a fait ses choix. Je ne suis pas responsable de chaque décision qu'il prend. Tu es son père. Et j'ai rempli mes obligations. J'ai payé la pension alimentaire. Je lui ai payé l'université. À un moment, donné, les gens doivent voler de leurs propres ailes. Margaret serra le téléphone plus fort. Il vole, il cumule 2 emplois, il élève seul une enfant malade, il fait tout ce qui est humainement possible. Alors il devrait mieux se gérer. Les mots atterrirent comme une gifle. Mieux se gérer. Comme si la pauvreté était un échec personnel. Comme si s'épuiser au travail pendant que la vie de son enfant dépendait d'une machine coûteuse n'était qu'une mauvaise gestion du temps. Richard, la voix de Margaret sortit plus stable qu'elle ne se sentait. J'ai entendu ce que tu as dit à propos du testament. Un autre silence, plus long cette fois. Ce sont mes affaires. Ce sont les affaires de tes enfants, de tes petits-enfants. Mon patrimoine, mes décisions. Ta famille. La famille. Il prononça le mot comme s'il avait un goût amer. Où était la famille quand je construisais ma carrière? Quand je travaillais 80 heures par semaine. Quand je subvenais aux besoins de tous alors que les autres ne faisaient que prendre. Margaret pensa à ces nuits-là. Se souvint de lui rentrant tard, s'enfermant dans son bureau, traitant leur maison comme un hôtel où les repas apparaissaient et où les enfants étaient des obstacles silencieux à contourner. Nous étions là, dit-elle doucement. Nous avons toujours été là. Tu ne comprends rien aux affaires, Margaret. Tu n'as jamais compris. C'était là. Ce mépris familier. La façon dont il l'avait toujours fait se sentir, petite parce qu'elle se souciait des gens plutôt que des marges de profit. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce l'âge. Peut-être était-ce de voir ses enfants lutter alors que lui prospérait. Peut-être était-ce simplement qu'elle n'avait plus rien à perdre. Tu as raison, dit Margaret. Je ne comprends rien aux affaires, mais je comprends ceci. Tu n'as pas le droit d'abandonner les gens 2 fois. Abandonner? La voix de Richard monta. Je n'ai abandonné personne. J'ai quitté un mariage raté. C'est différent. Tu as laissé 3 enfants, qui ont grandi très bien. Pas grâce à toi. Les mots planèrent entre eux, tranchants et vrais. Margaret entendit Richard respirer à l'autre bout du fil, des respirations rapides, superficielles, colériques. « C'est de ça qu'il s'agit » demanda-t-il froidement. « Tu veux de l'argent? Après toutes ces années, tu as enfin appris à demander? Je veux que tu te souviennes que tu as des enfants, des petits-enfants, des gens qui existent grâce à toi, des gens qui veulent des choses de moi, tu veux dire. » Margaret ferma les yeux. C'était inutile. Il ne comprendrait jamais. Les hommes comme Richard, les hommes qui réussissent, les hommes importants, mesuraient la valeur en dollars et oubliaient que les gens avaient une valeur au-delà de ce qu'ils produisaient. Mais elle avait passé l'appel. Elle avait brisé 20 ans de silence. Cela devait signifier quelque chose. « Je viens te voir, dit-elle. En face à face, nous devons avoir cette conversation correctement. Margaret, mardi prochain, 2 heures, je serai là. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse refuser, avant que son courage ne faiblisse. Sa main tremblait violemment maintenant, l'adrénaline déferlant dans son système. Son cœur battait de façon erratique, le genre de rythme contre lequel son médecin l'avait mise en garde. Mais elle l'avait fait, elle avait parlé, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les mains de Margaret ne cessèrent de trembler pendant 1 heure. Elle resta assise sur le canapé, le téléphone serré, contre sa poitrine, sentant son cœur battre irrégulièrement, sautant, s'emballant, se calmant, puis s'emballant à nouveau. C'était le genre de stress dont son cardiologue l'avait averti, le genre qui envoyait les femmes de son âge aux urgences. Mais elle ne pouvait plus reprendre sa panique. Maintenant, elle avait raccroché au nez de Richard Lewis. Après 20 ans de politesse prudente, à ne jamais rien exiger, à accepter son silence comme un fait immuable, elle lui avait raccroché au nez. Et elle lui avait dit qu'elle venait. Cette pensée lui donnait le vertige.
Qu'est-ce qu'elle dirait de toute façon? À quoi ressemblait la confrontation après 2 décennies de soumission? Margaret avait passé si longtemps à se taire que sa propre voix lui semblait étrangère dans les moments de conflit, comme si elle parlait une langue qu'elle avait oublié comment prononcer. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Quand elle y parvint enfin, elle rêva qu'elle se tenait sur le seuil de Richard, la bouche ouverte, aucun son ne sortant, tandis qu'il regardait à travers elle, comme si elle était en verre. Dimanche matin, Patricia appela. « Tu l'as fait ?» La voix de sa fille était urgente. « Tu l'as appelé ?» Margaret lui raconta tout. La conversation, le bruit du clavier en arrière-plan, le rejet froid de Richard, la façon dont il avait dit « famille » comme une insulte. Et tu lui as raccroché au nez. Patricia semblait presque jubilante. « Maman, tu lui as raccroché au nez !» Oh, j'ai paniqué. Tu as été puissante. Margaret ne se sentait pas puissante. Elle se sentait âgée de 70 ans et effrayée. Mais elle ne dit rien. Je lui ai dit que je le voyais mardi. Bien. Patricia fit une pause. Tu veux que je vienne avec toi? L'offre toucha quelque chose de profond. Margaret imagina sa fille à ses côtés, forte et stable dans sa blouse d'infirmière, disant les vérités que Margaret avait avalées pendant des années. Mais non. Cette conversation lui appartenait. « Je dois faire ça seule, » dit doucement Margaret. « Alors laisse-moi au moins te conduire là-bas. »« Chérie, maman, s'il te plaît. » La voix de Patricia se brisa légèrement. « Laisse quelqu'un prendre soin de toi pour une fois. » Margaret ferma les yeux contre des larmes soudaines. « D'accord. » Le lundi passa dans un étrange ralenti. Margaret essaya de s'occuper. Lessive, vaisselle, organisation du tiroir de la cuisine qui n'avait pas besoin d'être organisé. Mais son esprit ne cessait de répéter des discours qui semblaient courageux dans sa tête et stupides à voix haute. Et s'il refusait de la voir? Et si elle arrivait là-bas et que son courage s'évaporait comme la brume matinale? 7. Après-midi-là, Michael passa à l'improviste. Il avait l'air pire qu'avant, plus mince, plus épuisé, portant un poids qui se voyait dans ses épaules et les rides autour de sa bouche. « Maman. » Il hésita dans l'encadrement de la porte. « Patricia m'a dit ce que tu vas faire. » Margaret posa son thé. « J'aurais dû demander d'abord, je n'aurais pas dû... »« Merci. » La voix de Michael se brisa. « Merci de lui demander enfin de rendre des comptes. » Ils s'assirent ensemble à sa petite table de cuisine. Dehors, la lumière d'hiver déclinait tôt, comme toujours en janvier. « J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de lui il y a des années, » dit doucement Michael. « C'était plus facile comme ça, moins décevant. Je sais, mon bébé. Mais voir Zara lutter, savoir qu'il a plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser alors qu'elle rationne l'insuline... » Il s'arrêta, se composa un visage. « C'est dur de ne pas être en colère. » Margaret tendit la main à travers la table, prit celle de son fils. Ses doigts étaient froids. « Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Vraiment. Il ne me doit rien légalement. Les tribunaux ont mis fin à son obligation quand j'ai eu 18 ans. Il ne s'agit pas de tribunaux ou de légalité. » La voix de Margaret sortit plus féroce qu'elle ne le voulait. « Il s'agit de décence humaine élémentaire, de se souvenir d'où l'on vient. » Michael étudia son visage. « Quand es-tu devenue si forte ?» La question la prit au dépourvu. « Je ne suis pas forte, je suis terrifiée. Les gens terrifiés ne passent pas des coups de fil comme ça. Les gens terrifiés se taisent. » Margaret réfléchit à cela. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la terreur et le courage n'étaient pas des opposés, mais des cousins vivant dans la même maison. Ce soir-là, elle prépara ses vêtements pour le mardi. Son bon pantalon, bleu marine, un peu lâche maintenant. Un chemisier crème qu'elle avait acheté il y a 5 ans pour la remise de diplôme de Patricia. Son seul manteau correct. Elle se regarda dans le miroir. 67 ans. Des cheveux gris qu'elle avait arrêté de teindre. Un visage marqué par des décennies d'inquiétude et de survie. Pas impressionnante, pas puissante. Juste une grand-mère se préparant à affronter l'homme qui l'avait fait se sentir invisible. Mais demain, elle serait visible. Demain, elle parlerait. Et quoi qu'il arrive après, rejet, renvoi ou quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore imaginer, au moins elle aurait essayé. Au moins une fois, elle aurait assez compté pour exiger d'être entendue. Margaret se réveilla avant l'aube, bien qu'elle eût à peine dormi. Elle resta allongée dans le noir, à écouter son rythme cardiaque, trop rapide,
Inégal, le genre de rythme qui inquiéterait son cardiologue si elle avait été honnête pendant les rendez-vous. Mais l'honnêteté coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas, alors elle apprenait à gérer les symptômes seule, comme elle avait géré tout le reste. C'était mardi, 2 heures. Elle se leva, prudemment, ses articulations protestant, et traversa sa routine matinale comme quelqu'un suivant des instructions écrites dans une langue qu'elle ne parlait pas tout à fait. Douche, cheveux, les bons vêtements préparés la veille. Ses mains tremblaient en boutonnant son chemisier. Elle dut recommencer 2 fois. Dans la cuisine, elle ne put rien avaler. Juste du thé serré entre des doigts tremblants tout en regardant la lumière grise s'insinuer à travers la fenêtre. Elle essaya de répéter ce qu'elle allait dire, mais chaque phrase semblait soit trop faible, soit trop colérique. Il n'y avait pas de juste milieu entre le silence et le cri, et elle n'avait jamais appris à naviguer dans cet espace. Patricia arriva à midi, 4 heures en avance. « Je ne pouvais pas attendre », admit sa fille, toujours dans sa blouse d'hier. « Ma garde s'est terminée à 6 heures ce matin. Je n'ai pas dormi. » Elles se regardèrent, 2 femmes épuisées se préparant au combat sans armes ni entraînement. « On pourrait annuler », proposa doucement Patricia. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Margaret y réfléchit. Retourner au silence, à la sécurité, à la petite vie qu'elle s'était taillée dans les... Reste, pas de confrontation, pas de risque, juste plus d'années à rationner les pilules et à faire semblant qu'elle ne comptait pas. « Si, je le suis », dit-elle. Elles partirent à 13h15, prévoyant un temps pour la circulation dont Margaret n'avait pas vraiment besoin. Le trajet sembla plus long que 20 kilomètres. Chaque feu rouge, chaque virage la rapprochait d'une conversation qu'elle évitait depuis 2 décennies. Patricia ne cessait de jeter des coups d'œil, vérifiant, de la manière dont elle vérifiait les patients avant les procédures. « Tu es pâle. Tu prends tes médicaments ? Je vais bien. Maman, je vais bien. » Mais la main gauche de Margaret pressait contre sa poitrine, sentant ce rythme irrégulier, ce cœur traître lui rappelant sa fragilité. Le quartier de Richard apparut comme un décor de film. Pelouse manucurée, maison qui coûtait plus cher. Que ce que Margaret gagnerait en 3 vies. Patricia roulait lentement, cherchant toutes les 2 l'adresse, bien qu'elles sussent toutes les 2 exactement où c'était. La maison apparut trop tôt. 2 étages, façade en briques, berline allemande dans l'allée valant plus que la pompe à insuline de Zara, plus que le loyer de Michael, plus que tout ce que Margaret possédait réuni. Patricia se gara de l'autre côté de la rue, coupa le moteur. Aucune d'elles ne bougea. « Et s'il refuse de me voir ?» La voix de Margaret sortit toute petite. « Alors tu frappes jusqu'à ce qu'il le fasse. Et si je ne... Et... Trouve pas les mots ?» Patricia se tourna, prit le visage de sa mère dans ses 2 mains. « Maman, tu as trouvé des mots toute ta vie. Des mots pour réconforter des enfants qui pleuraient. Des mots pour expliquer pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Des mots pour transformer 3 $ en un dîner. Tu as toujours eu les mots. C'était différent. » Non, ce n'était pas différent. Les yeux de Patricia brillaient. « Tu t'es battue toute ta vie. Tu appelais juste ça autrement. » Margaret regarda la maison. La pelouse parfaite, la voiture chère, le confort visible bâti sur l'abandon et l'effacement. Elle pensa au visage mince de Michael, à l'épuisement de Patricia, aux petites mains de Zara dessinant des grands-mères. Elle pensa à elle-même à 47 ans, signant des papiers qu'elle ne comprenait pas, trop fatiguée pour se battre, trop submergée pour exiger mieux. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle exigerait mieux, même si sa voix tremblait, même s'il la renvoyait, même si rien ne changeait, parce que le silence lui avait tout coûté, et la parole, effrayante, incertaine, était tout ce qui lui restait. « D'accord, » dit Margaret. « Je suis prête. » Elle ouvrit la portière de la voiture. Les jambes de Margaret semblaient déconnectées de son corps alors qu'elle traversait la rue. Chaque pas nécessitait une pensée consciente. Pied gauche, pied droit, respire, comme réapprendre à marcher. Derrière elle, Patricia attendait dans la voiture, un témoin silencieux, que Margaret pouvait sentir même sans se retourner. L'allée semblait impossiblement longue. Elle atteignit la porte d'entrée et resta là, la main levée, mais ne frappant pas encore. À travers le verre biseauté, elle pouvait voir des meubles coûteux, de l'art abstrait sur des murs couleur crème. Une
Maison conçue pour l'exposition, pas pour la vie. Rien à voir avec l'appartement exigu où elle avait élevé leurs enfants, où des meubles dépareillés portèrent des souvenirs et où l'amour compensait ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Son cœur martelait irrégulièrement. Saut, saut, battement, battement. Elle pressa sa paume à plat contre sa poitrine. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Elle frappa. Des pas approchèrent de l'intérieur, confiants, sans hâte. La porte s'ouvrit. Richard avait l'air plus vieux, plus gris, mais bien conservé de cette manière que les hommes riches obtenaient, grâce à des salles de sport coûteuses et des médecins privés. Il portait des vêtements décontractés qui coûtaient plus cher que son budget mensuel de course, et son expression en la voyant fut exactement celle à laquelle elle s'attendait. Un léger agacement, comme si elle était un démarcheur. Interrompant son après-midi, « Margaret, pas une salutation, une constatation. Richard », sa voix sortit plus stable qu'elle ne se sentait. « Je peux entrer ?» Il hésita, jeta un coup d'œil à sa montre, un jeu de pouvoir subtil qu'elle reconnaissait de leur mariage. La faire se sentir comme un désagrément. Puis il s'écarta. « D'accord, mais j'ai un appel à 15 heures. » Bien sûr qu'il en avait un. La maison sentait le cuir et les bougies coûteuses. Margaret le suivit jusqu'à un salon qui ressemblait plus à un hall d'hôtel qu'à un foyer. Tout était assorti. Rien n'était usé, aimé ou vécu. Ils ne s'assirent pas. Tous deux restèrent debout, séparés par un tapis oriental qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Alors, Richard croisa les bras. « Tu voulais parler en face à face. Me voici. » Les discours préparés de Margaret s'évaporèrent. Toutes ses répliques répétées, disparues. Elle était juste elle-même, 67 ans, fatiguée, terrifiée, debout devant un homme qui avait un jour promis de l'aimer et qui avait plutôt appris à l'oublier. « Notre petite fille a besoin d'équipement médical, » commença-t-elle doucement. « Zara, la fille de Michael. Elle a 9 ans. Je suis au courant. Elle a du diabète. La pompe à insuline a lâché. Ça coûte 4 000 $. Et en quoi cela me concerne-t-il » La cruauté désinvolte de la remarque lui coupa le souffle. « C'est ta petite fille. »« Biologiquement, oui. » Richard changea de pied, impatient. « Margaret, je ne suis pas responsable de chaque dépense médicale dans la vie de Michael. C'est un adulte. Il a une assurance. Ça ne couvre pas tout. Alors il devrait avoir une meilleure assurance. » Margaret sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Il cumule 2 emplois, il dort à peine, il fait tout ce... Il fait... Qui est possible? Clairement pas assez. Arrête. Le mot sortit plus tranchant qu'elle ne l'avait voulu. Arrête de parler de notre fils comme s'il était un échec commercial, comme si sa valeur se mesurait en dollars. L'expression de Richard se durcit. Dans le monde réel, Margaret, les résultats comptent. J'ai construit tout ce que j'ai par le travail acharné et des décisions intelligentes. Si Michael ne peut pas faire la même chose, tu as eu de l'aide. Sa voix monta malgré elle. Tu avais une femme qui élevait tes enfants seuls pour que tu puisses travailler 80 heures par semaine. Tu avais une pension alimentaire que tu payais en retard ou que tu sautais complètement. Tu as eu le privilège de partir quand les choses devenaient difficiles. Je n'ai jamais sauté. Si, tu l'as fait. Margaret sortit des papiers pliés de son sac à main, de vieux relevés bancaires, des documents judiciaires, des preuves qu'elle portait depuis 20 ans. Novembre 1988, mars 1999, juillet 2000. Dois-je continuer? Le visage de Richard changea. Pas de culpabilité, de la reconnaissance. C'étaient des périodes financières difficiles, dit-il avec précaution. Elles étaient difficiles pour moi aussi, mais j'ai quand même nourri nos enfants. Le silence remplit la pièce. Dehors, la tondeuse d'un service d'entretien bourdonnait au loin. La vie de banlieue normale continuait pendant que le monde de Margaret basculait. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Richard, le ton plus froid maintenant. « De l'argent? C'est de ça qu'il s'agit? Je veux que tu te souviennes que tu as des enfants, des petits-enfants. » « Je m'en souviens. »« Non. » Margaret s'approcha, sentant des décennies de silence se briser en elle. « Tu te souviens qu'ils existent. Tu ne te souviens pas qu'ils comptent. Ce n'est pas... Tu réécris ton testament pour les effacer. » Richard devint très immobile. « Qui t'a dit ça? »« Je t'ai entendu, au téléphone avec ton avocat, des gens qui ne servent plus ton héritage. » Sa mâchoire se serra. « Tu écoutais aux portes.
J'étais dans ton couloir, tu parlais fort. Les mains de Margaret tremblaient, mais sa voix restait stable. Tu n'as pas le droit d'abandonner les gens 2 fois, Richard. Tu n'as pas le droit de t'éloigner de tes enfants quand ils sont bébés et ensuite de les effacer quand ils sont adultes. Mon patrimoine, mon choix, ta famille, ta responsabilité. Ils se tenaient face à face de part et d'autre de ce tapis coûteux, et Margaret vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de Richard. Pas de la colère, pas du mépris, de l'incertitude. L'incertitude dans les yeux de Richard ne dura qu'un instant. Puis son expression se durcit à nouveau, ce masque familier de contrôle reprenant sa place. « Tu ne comprends rien aux affaires, Margaret. Tu n'as jamais compris. Ce ne sont pas des affaires, c'est la famille. La famille. » Il prononça le mot comme un diagnostic. « Sais-tu ce que la famille m'a coûté? Le stress? Les attentes? Tout le monde voulant quelque chose, ayant besoin de quelque chose, pendant que je me tuais au travail pour subvenir aux besoins ?» Margaret le fixa. « Tu penses que tu es le seul à avoir travaillé dur? Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. » Sa voix tremblait mais ne se brisa pas. « Te souviens-tu de l'hiver 1994, quand Patricia a eu une pneumonie et que Michael s'est cassé le bras la même semaine ?» Richard changea de position, mal à l'aise. « C'était il y a longtemps. J'ai fait 3 doubles gardes en 5 jours. J'ai dormi 4 heures au total. J'ai tenu Patricia pendant ses délires de fièvre et j'ai conduit Michael aux urgences avec un bras cassé parce que tu étais à Chicago pour une conférence. » Les mains de Margaret tremblaient, mais elle continua de parler. « Tu as appelé une fois pour demander si tout était géré. Je travaillais, je subvenais aux besoins. Tu étais absent. » Le mot plana entre eux, tranchant et vrai. « Et je ne t'ai jamais demandé de choisir. J'avais juste besoin que tu sois là, même une fois. » La mâchoire de Richard se serra. « J'étais là, j'ai tout payé. L'argent, ce n'est pas être présent. C'est ce qui garde la lumière allumée, la nourriture sur la table, un toit au-dessus de la tête. Et l'amour ?» demanda doucement Margaret. « Qu'est-ce qui le maintient en vie ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Il détourna le regard, vers la fenêtre où la lumière de l'après-midi peignait des motifs géométriques sur ces sols coûteux. « Je n'étais pas bon pour ça, admit-il finalement. Le côté émotionnel. Je ne savais jamais quoi dire. Tu aurais pu essayer. » « J'ai essayé. » Sa voix monta légèrement. « À ma façon, en travaillant, en construisant quelque chose, en m'assurant que vous ayez tous une sécurité. » Margaret réfléchit à cela. Au chèque qui arrivait en retard mais qui arrivait. À la pension alimentaire qui les maintenait nourris, sinon au chaud. À un homme qui montrait son amour de la seule façon qu'il connaissait, par la distance et les dollars. Mais les enfants avaient besoin de plus que de l'argent. Ils avaient besoin de présence. « Richard, » elle fit un pas de plus. « Je ne suis pas venu ici pour te punir. Je suis venu te rappeler que tes enfants existent toujours, qu'ils ont toujours besoin de toi. Pas de ton argent, de toi. Ce sont des adultes maintenant, ce qui signifie qu'ils ont besoin de toi différemment, comme un grand-père, comme quelqu'un qui reconnaît que leur vie compte. » Il resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix semblait fatiguée. « Sais-tu ce que c'est que d'être la personne dont tout le monde veut quelque chose? De ne jamais être assez ?» Cette vulnérabilité la surprit. Pour la première fois depuis des décennies, elle vit au-delà de l'homme d'affaires prospère pour apercevoir l'homme en dessous, incertain, défensif, probablement seul. « Oui, » dit doucement Margaret, « je le sais. Ça a été toute ma vie. » Leurs yeux se rencontrèrent. Pendant juste une seconde, quelque chose passa entre eux, de la reconnaissance peut-être. 2 personnes qui s'étaient toutes 2 senties inadéquates de différentes manières. Puis le téléphone de Richard vibra. Il y jeta un coup d'œil, cette réponse automatique aux exigences numériques. « Ton appel de 15 heures, » dit Margaret. Il hésita, le téléphone à la main. « Je devrais prendre ça. » « Bien sûr. » Margaret se tourna vers la porte, l'épuisement la submergeant soudainement. Elle avait dit ce qu'elle était venue dire, que cela importe ou non restait à voir. Margaret. Elle s'arrêta, se retourna. Richard se tenait là, le téléphone vibrant toujours, paraissant plus vieux que son âge. La pompe à insuline. Pour Zara. Combien déjà? 4 000 $.
Il hocha lentement la tête. « Je demanderai à mon assistante d'envoyer un chèque à Michael. Le souffle de... » Margaret se coupa. « Richard, non, il leva la main. N'en fais pas plus que ce que c'est juste de l'argent. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. C'était de la reconnaissance, de la connexion, une petite fissure dans 20 ans d'absence. « Merci, chuchota Margaret. Je ne promets rien d'autre. Je ne change pas mon testament et je ne deviens pas soudainement le père de l'année. Je sais. Mais j'aiderai pour ça. Pour Zara. » Margaret hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ce n'était pas la transformation qu'elle avait espérée. Richard n'était pas soudainement une personne différente. Mais peut-être, juste peut-être, s'était-il souvenu qu'il était encore un grand-père. Elle quitta la maison et retourna vers la voiture de Patricia, les jambes instables, le cœur battant irrégulièrement. Quand elle se glissa sur le siège passager, sa fille la regarda avec un espoir désespéré. Alors, Margaret ferma les yeux. Il aide pour la pompe. Le souffle de Patricia se relâcha dans un sanglot. Vraiment, vraiment. Elles restèrent là dans la voiture, deux femmes qui avaient survécu grâce à des miettes et de la détermination pleurant ensemble, sur une petite victoire. 3 semaines passèrent. Margaret n'eut pas de nouvelles de Richard directement. Le chèque arriva via son assistante, efficace, impersonnelle, accompagnée d'une brève note tapée sur papier à en-tête. Mais Michael appela le jour où il arriva, la voix brisée par le soulagement et la gratitude. Et c'était suffisant. Zara eut sa pompe à insuline, c'était ce qui comptait. La vie ne se transforma pas du jour au lendemain. L'arthrite de Margaret la faisait toujours souffrir les matins froids. Ses ordonnances nécessitaient toujours d'être rationnées. Patricia s'épuisait, toujours au travail, et Michael portait toujours un poids qui se voyait dans ses épaules. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Margaret se réveilla un samedi matin avec le soleil inondant la fenêtre de sa cuisine. Elle se fit du thé, un sachet frais cette fois, pas réutilisé, et s'assit à sa petite table en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas du bonheur exactement, pas une victoire, juste une présence, comme si elle occupait un espace qui comptait. Son téléphone sonna. Patricia. « Maman, tu peux venir dîner dimanche, tous ensemble. » Michael. « Amen, Zara. » Margaret sourit. « Bien sûr, ma chérie. » Dimanche arriva gris et froid, mais la chaleur à l'intérieur de la maison exiguë de Patricia rendait la météo insignifiante. Margaret entra dans le chaos, les deux garçons de Michael courant dans le salon, Emma, la fille de Patricia, se disputant. À propos des inscriptions à la fac, Zara assise à la table de la cuisine dessinant soigneusement une autre image. Grand-mère. Zara bondit, sa nouvelle pompe à insuline visible sous sa chemise, fonctionnant silencieusement, la gardant en vie. Elle jeta ses bras autour de la taille de Margaret. « Regarde ce que je t'ai fait. » Un autre dessin. 2 bonshommes allumettes se tenant la main. Mais cette fois, des mots écrits soigneusement en bas, « Ma grand-mère est courageuse ». La gorge de Margaret se serra. « C'est magnifique, mon bébé. » Le dîner fut bruyant et imparfait. Trop de gens entassés. Autour d'une table faite pour 6. Des chaises dépareillées. Des pâtes encore parce que c'est ce qui durait le plus longtemps. Des enfants qui se disputaient, riaient et renversèrent des choses. Margaret s'assit à un bout, absorbant tout cela, ce beau désordre de famille qu'elle avait maintenu, ensemble par pur entêtement et amour. Michael croisa son regard à travers la table, articula silencieusement. « Merci. » Elle hocha la tête. Pas besoin de mots. Après le dîner, Patricia la raccompagna à la voiture. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda sa fille. « Avec tout ça ?» Margaret réfléchit à la question. Fatiguée, parfois effrayée. Mon cœur fait encore des siennes. Mais j'ai parlé. Margaret regarda le visage de sa fille, voyant la force qu'elle avait aidé à créer. Pour une fois dans ma vie, je ne suis pas restée silencieuse quand le silence aurait été plus facile. Patricia la serra fort contre elle. C'est tout ce qui compte. En rentrant chez elle à travers les rues sombres, Margaret pensa à Richard. À ce moment d'incertitude dans ses yeux. Il n'était pas un homme changé. Ne le serait probablement jamais. Mais il s'était souvenu brièvement que les gens comptaient, plus que les héritages. Cela devait compter pour quelque chose. La maison semblait plus petite après le chaos de chez Patricia,
mais pas solitaire. Juste calme. Margaret prépara son thé du soir, prit ses pilules rationnées et s'assit près de la fenêtre, regardant les lampadaires briller contre l'obscurité hivernale. Son corps lui faisait encore mal. L'argent était encore juste. Demain apporterait les mêmes luttes qu'hier. Mais elle avait dit la vérité à quelqu'un qui l'avait fait se sentir invisible. Elle avait exigé des comptes d'un homme qui pensait que ses obligations avaient expiré. Et sa famille, imparfaite, en lutte, magnifique, restait intacte. Margaret pensa à toutes les femmes comme elle, des femmes qui portèrent des familles sans applaudissements, qui étaient écartées, négligées, dont on attendait qu'elles endurent en silence, qui vieillissaient tout en protégeant tout. Le monde. Le message s'inscrivit clairement dans son cœur. Il n'était jamais trop tard pour compter, jamais trop tard pour trouver sa voie, jamais mal de se battre pour les gens qu'on aimait. Même à 67 ans, avec un cœur défaillant et des poches vides, le courage comptait toujours. Elle se leva lentement, ses articulations protestant, et éteignit la lumière de la cuisine. Dans l'obscurité avant l'aube, quelque chose de petit mais persistant brillait, comme la première lumière à la fenêtre d'une cuisine avant le lever du soleil. Petite, fragile, mais impossible à ignorer.